Voilà, ok. Donc, ça a été présenté au départ, l'UMT7, il y a différents axes, et donc là, ce travail, il se porte vraiment sur l'axe 1, qui est la production en fait, de nouveaux indicateurs pour estimer et suivre le risque épidémique. Et en fait, ça part du constat, et je vais paraphraser Marc, qui le dit souvent, qu'en fait, pour mesurer le mildiou, aujourd'hui, on n'a qu'une station météo. Donc les épidémies, c'est trois variables, hein. C'est l'environnement qui doit être favorable, l'hôte qui est sensible et la présence du pathogène. Et donc aujourd'hui, en fait, pour prédire ces risques, on a des données météo donc, qui sont mesurées et ensuite on a les suivis TNT ou les variétés phénologie. Et donc la plupart des modèles et des OAD qui tournent aujourd'hui, ils vont se baser uniquement sur ces mesures météo. Donc je vais Decitret, hein, c'est l'outil qui est commercialisé par l'IFV, derrière c'est le modèle potentiel système dont je vais vous présenter rapidement, hein, savoir comment ça fonctionne. Donc en fait, le modèle potentiel système, il va mesurer un état potentiel d'infection. Donc c'est l'état de forme du champignon en fonction de variables climatiques. Et en fait, cet état de forme, il va se balader dans des classes de risque. Et ces classes de risque, elles sont mesurées aussi par rapport aux itinéraires climatiques. Et donc on voit par exemple ici que là on est en risque 3 et puis il peut descendre en risque 2 et puis là hop on voit il monte en risque 4. Et donc en fait c'est ça quand on utilise des Decitret, quand on voit les classes de risque, c'est ça qu'il y a derrière. Et donc on voit en fait très bien qu'il y a des périodes dans l'année où finalement on va vite basculer d'un risque 2 à un risque 4 et donc c'est des périodes d'instabilité où là peut-être le modèle il peut être moins précis ou s'il y a des problèmes sur la mesure climatique on peut vite dévier. Et donc ça vient de ce constat-là en fait qu'on manque de mesures et notamment de mesures biologiques pour voir en fait la présence effective du pathogène au vignoble. Donc nous, c'est Marc qui l'avait déposé à l'époque, ce projet qui s'appelle VISA, qui est soutenu donc par la région Nouvelle-Aquitaine, qui s'insère dans le cadre scientifique de Vitirève, et aussi par le consortium Biocontrôle, qui était de mesurer l'inoculum aérien de ces pathogènes pour mieux comprendre et prédire les risques épidémiques. Donc, à l'initiative de ce projet, il y avait plusieurs maladies qui étaient identifiées, cryptogamiques. Là, on fait un focus sur le mildiou, c'est là où on est le plus opérationnel. Donc, je vais parler là principalement du mildiou. Et donc, Charlotte l'a présenté tout à l'heure, mais il y a deux sources d'inoculum sur le mildiou. Et donc, vous avez l'inoculum primaire et l'inoculum secondaire, mais ce qui est important, c'est de voir qu'à la sortie de ces deux types d'inoculum, on a quand même des zoospores, et qu'on peut capter donc ces zoospores, qu'elles viennent de l'inoculum primaire ou de l'inoculum secondaire. Donc le projet VISA, il était structuré, il y avait deux grandes phases. Une première phase donc, était la preuve de concept et acquérir des nouvelles données pour faire de la recherche en épidémiologie. Tout ça, ça s'est réalisé, en fait, ces expérimentations à l'INRAE, donc sur l'unité expérimentale. Donc là, on voit en fait, c'est le dispositif Raisin Bio, où on a différents itinéraires techniques et on avait mis une série de capteurs sur ces parcelles. Et donc, ça faisait le travail de thèse en fait d'Antonin qui a soutenu le mois dernier, qui vient de nous quitter. Et en fait, très vite aussi dans le projet, il y avait l'idée de, une fois la preuve de concept faite, de disséminer la technique au vignoble pour être au plus près donc d'un itinéraire en fait en production et faire évoluer la technique par rapport aux contraintes aussi qu'on peut avoir sur les productions. Et bien sûr aussi c'est développer un réseau participatif et je vais vous expliquer après brièvement comment il fonctionne ce réseau. Donc la méthode qui a été développée, c'est donc on capte des spores dans l'air. Donc ici c'est un petit boîtier qui va faire tourner des allumettes à 2400 tours minute. Ces allumettes elles sont couvertes de vaseline. Donc en fait elles vont capter par aspiration d'air, les éléments dans l'air, les bioaérosols vont s'impacter sur ces allumettes. Et nous on va récupérer les allumettes, on va faire une lyse cellulaire. Donc on va libérer l'ADN des cellules. Et puis on va identifier l'ADN spécifique du mildiou grâce à des amorces pour faire de la PCR. Donc maintenant tout le monde est assez familier avec les qPCR. Donc on a commencé sur la lampe PCR et maintenant on est plutôt en train de faire de la qPCR classique. Et ce qu'il faut retenir en fait, c'est que là en fait c'est une estimation où on va comparer ce que l'on capte en termes d'ADN à des concentrations de spores connues. Et donc on va pouvoir estimer une concentration de spores qu'on a dans l'air.
La technique n'est pas parfaite. On a en fait, en dessous de 0,3 sporanges par mètre cube, on n'arrivera pas à détecter les spores. Entre 3 et 33, on va pouvoir dire qu'il y a des spores, mais on ne pourra pas donner avec précision la mesure. Et après 3 spores par mètre cube, on pourra vraiment estimer précisément la concentration de spores qu'on a dans l'air. Donc avec ce dispositif, Antonin, en fait, il a fait plein de tests en fait, pour comprendre à quelle hauteur il faut capter, quand c'est qu'il faut capter. Il a testé différents types de suivi. Donc germination de divers, en fait, c'est on met des litières contaminées au sol et puis on suit en fait ça et ça donne une indication un petit peu de la germination en début de saison. Des suivis en parcelle, des suivis transport longue distance, où là en fait on met des capteurs sur un toit et on estime qu'à 15 mètres en fait c'est vraiment le transport longue distance de sport. Et ça nous permet d'avoir sur ici le site expérimental d'avoir une vision assez précise de ce qui se passe en termes de sporée pour le mildiou. Donc là c'est une représentation un peu schématique, un peu complète et un peu dense, je vais essayer de vous l'expliquer, mais c'est le type de suivi qu'on peut réaliser. Où là, en fait, les points, ça va être la capture sur le toit, donc transport longue distance. Ici, c'est les litières, donc la germination des œufs. Là, les traitements qui sont réalisés sur la parcelle qui est suivie. Et ici, vous avez le suivi de la parcelle en noir en termes de sporée. Donc les points, c'est juste qu'on quantifie, on ne le voit pas sur le graphique, on le positionne. Puis après, il y a la quantification là, qui est positionnée. La phase bleue, c'est la phase présymptomatique, pas de symptômes déclarés sur la parcelle. La phase jaune, c'est les premiers symptômes qui sont déclarés. Et ici, en rouge, vous avez la fréquence sur grappe et en vert, la fréquence sur feuille. La pluvio, je ne sais pas si je dis traitement. Donc en fait, ce qu'on voit, et c'est assez typique chaque année, on voit en fait des signaux assez précoces sur les litières. Puis après, ça arrive dans les rangs. Et on a une magnitude beaucoup plus importante en fin de saison qui va corréler souvent avec les captures sur les toits. Donc là, en fait, l'air commence à se saturer globalement. Et donc, on capte à la fois sur longue distance et beaucoup plus dans les rangs. Voilà. Donc ça, Antonin, il a réalisé depuis 2019 avec 6 parcelles. Donc en fait, on voit aussi que globalement, c'est toujours les mêmes profils, mais il y a quand même des différences en fonction du millésime. Notamment en 2021, c'est intéressant. En termes de fréquence, on voit que le toit, on capte quasiment tous les jours, pareil sur les litières, et que c'est arrivé très tôt en saison sur le toit, et que tout est systématique, et ça colle un petit peu avec l'année où 2021, si vous vous rappelez, on a une année qui est arrivée très tard, mais très fort. Et donc là, on suspecte qu'il y a eu un bombardement massif assez homogène sur tout le vignoble en termes de sporée. À partir de toutes ces données, ce qui a été réalisé, c'est que Antonin il a construit des indicateurs épidémiques. Donc en fait, il a pris la fréquence sur feuille, fréquence sur grappe, il a construit un indicateur pour suivre un petit peu le mildiou, mais à l'échelle du cep de la vigne. Il a construit des indicateurs de sporée avec de la sporée modélisée en prenant en compte aussi que la sporée elle allait traîner dans le temps. Ce qu'on captait le lundi, elle allait pouvoir toujours être présente le mardi et pouvoir créer de l'infection le mardi, mercredi. Et après la météo, il a construit un indicateur météo qui était en lien avec ce qu'on savait sur la germination des spores et le potentiel d'infection des spores. Et avec ces indicateurs, en fait, il a essayé de voir si on pouvait comprendre ce qui se passait en saison. Et ce qu'il a montré, c'est notamment que tout l'itinéraire de sporée et de météo en pré-saison, en fait, un peu le cumul de ce qui se passe en pré-saison avant l'apparition des symptômes, va être bien corrélé avec la vitesse épidémique, le départ épidémique en saison. Et ce qui montre, c'est par contre qu'il n'y a pas d'effet significatif de la stratégie de protection sur cette corrélation. Et après, en saison, ce qui montre, c'est qu'en fait, ce qui se passe à la semaine en termes de sporée va influencer ce qui se passe au vignoble dans la même semaine, la semaine d'après, jusqu'à 14 jours. Où là, la corrélation est moins bonne, mais il a quand même une corrélation. Et après 14 jours, il n'a plus de corrélation. Et donc, en fait, ça fait des ponts comme ça où on retrace un petit peu ce qu'on prédit à la semaine, voire la semaine d'après, ce qui va se passer, avec des corrélations quand même qui sont moins bonnes que ce qu'on peut avoir sur le présymptomatique. Et ce qui était surprenant, c'est qu'en fait, l'indicateur météo qu'il avait construit n'améliorait pas les corrélations. Donc soit c'est qu'en fait il était plutôt ciblé sur les infections primaires ou alors qu'il y a plusieurs processus qui rentrent en jeu et bon, peut-être que ces indicateurs météo sont plus pertinents. Et après, par contre là il y avait un effet significatif de la stratégie de protection une fois que la saison était partie. Voilà, donc ça c'est un petit peu très brièvement la thèse d'Antonin, donc qui va être accessible en ligne et elle sera publique, hein, donc vous pourrez aller la lire. Et donc après, donc là je vais vous parler un petit peu du réseau VISA qu'on a mis en place. Donc là l'objectif c'était vraiment de tester l'adoptabilité de la méthode, la faire évoluer en conditions de production et d'acquérir de la donnée dans des contextes différents.
Donc c'est un projet qui est collaboratif dans le sens où en fait les viticulteurs partenaires, donc il y en a pas mal dans la salle aujourd'hui, en fait investissent du temps et aussi investissent de l'argent puisque c'est eux qui vont acheter le capteur et ils vont réaliser les collectes de sport 3 fois par semaine, faire un suivi sanitaire 1 fois par semaine et nous envoyer les échantillons au laboratoire. Et nous au laboratoire, ce qu'on fait, c'est que bon déjà on leur a fourni les protocoles en amont. On réalise les analyses, on collecte toutes les données, météo, sanitaires, de sporée, on les met en ligne et on les interprète sur un premier filtre et elles sont accessibles ensuite par tous les viticulteurs. Et tout ça, c'est un partenariat qui est contractualisé et puis on fait des réunions de groupe 1 à 2 fois par saison pour en fait essayer de faire évoluer aussi les protocoles par rapport aux besoins et que ça soit vraiment de l'aller-retour entre le terrain et le labo. En 2022, on avait 74 sites qui étaient suivis sur Nouvelle-Aquitaine. Et donc là, vous avez le positionnement des sites. Donc on voit que c'est beaucoup Cognac, beaucoup le Bordelais. Et sur la composition des partenaires, on voit que c'est globalement beaucoup des exploitations privées. On a quelques coopératives. On a aussi des instituts. Bon, c'est globalement des collègues IAV qui ont pris des capteurs pour essayer. Et des services. Donc là, c'est des partenaires qu'on n'avait pas forcément identifiés au départ, mais ça va être des conseillers qui s'intéressent aussi à la technique pour en fait améliorer leurs conseils. 60% des sites suivis, c'est des témoins non traités. En fait, on n'oblige pas aux gens de faire des témoins non traités, mais c'est vrai que la plupart les mettent en place. On marche d'avril à octobre, et donc en fait, tout ce réseau, en termes d'analyse, en fin de saison, ça fait 4400 analyses QPCR qui sont réalisées par Andrea, qui est en vacances cette semaine. 904 observations sanitaires. Et donc en termes de représentativité, c'est 85% des participants qui font le suivi sanitaire. Donc il y a une bonne participation sur ce suivi sanitaire. En 2023, on a décidé en fait de ne plus avoir de nouveaux participants dans le réseau parce qu'on arrive vraiment à la saturation de ce que nous on peut faire par rapport à nos ressources humaines et financières. Par contre, on a fait le choix de diversifier un peu les capteurs. Donc je vous ai présenté les capteurs actifs, mais en fait on teste aussi d'autres solutions de capteurs avec les dispositifs litières. Et ça, on a essayé de le répandre un petit peu aussi dans le réseau. Voilà. Donc avec ce réseau, ce que ça apporte en complément par rapport à ce qu'a pu faire Antonin, c'est déjà faire un suivi sur la région. Là, c'est les dynamiques passées. Donc en fait, par exemple pour 2022, on voit que c'était un millésime à faible pression globale, mais il y a quand même des hétérogénéités. Et donc si on regarde les suivis sanitaires qui ont été réalisés, il y a certaines régions où il y a très peu de symptômes, il y a des régions où ça va être en intra-région, par exemple Médoc, des sites qui vont être très touchés, d'autres qui vont être moins touchés. Puis là, il y a des petits sites Buzet, par exemple, ou le Jurançon, qui ont eu plus d'humidité que d'autres régions, où là, il y a eu vraiment des gros dégâts. Et en fait, la sporée, elle permet de bien suivre tout ça. Et si on fait la corrélation entre le nombre d'échantillons positifs par site et le niveau d'attaque, on voit qu'on a une bonne corrélation entre la sporée et l'état sanitaire global. Bon, ça, c'est faire des bilans, c'est intéressant, mais ça ne nous aide pas trop. Donc ce qui est intéressant là, c'est plutôt d'avoir après cette information en temps réel. Et donc ça, c'est la plateforme en ligne que l'on distribue aux viticulteurs partenaires, où en fait en direct, donc eux ils envoient les échantillons et nous on s'engage à rendre les résultats sous 48 heures une fois qu'on reçoit les échantillons. Donc si le facteur est rapide, vous pouvez avoir les résultats assez rapidement. Et donc là en fait on voit qu'on a une information qui est vraiment parcellaire et après on a aussi l'information régionale. Donc la météo, la sporée, les dégâts sur feuilles ou sur grappes. Et là, après, on a des petits indicateurs. Par exemple, ici, c'est le nombre d'échantillons positifs sur le nombre d'échantillons analysés. Donc, c'est un pourcentage de positivité. C'est un peu l'équivalent du R0 qui était communiqué là pour le Covid. Et on a un petit détail par région. Donc, on peut voir aussi comment les régions réagissent par rapport à cette sporée. Donc c'est ce que je vous expliquais, il y a le parcellaire, la dynamique régionale. Le parcellaire, ça permet aussi d'évaluer en saison en fait, le potentiel d'alerte en présymptomatique. Donc en fait, on voit qu'on n'est pas parfait, ça dépend des années. Donc l'année 2021, on a réussi à alerter les sites dans 80% des cas. En 2022, on n'était que dans 60% des cas et nous, on l'explique parce qu'il y avait une pression d'inoculum qui était plus faible. Et en fait, ça n'a pas eu de grosses incidences puisque derrière, il n'y a pas eu de gros dégâts non plus. Donc notre méthode, elle n'est pas forcément bonne pour des faibles concentrations en sporée. Et ça fait partie des améliorations techniques à apporter. Et aussi, ce qui est important, c'est que sport n'équivaut pas à infection. C'est-à-dire que des fois, on a de l'inoculum qui est présent dans l'air, mais il n'y a pas de symptôme qui est déclaré parce qu'il fait 40 degrés et que la spore, elle crame dans l'air. Voilà. Donc l'indicateur de sport tout seul
n'a pas de vraie valeur, il faut toujours le contextualiser dans le contexte climatique. Et donc ça permet de faire un suivi dynamique régional où en fait on peut contextualiser son parcellaire avec ce qui se passe aussi chez les voisins. Et aussi en termes de diversité de pratiques, ça apporte beaucoup d'informations parce que chacun a des pratiques différentes et on peut identifier des pratiques qui pourraient jouer sur la sporée. Donc la finalité, en fait, c'est d'utiliser cette information dans des règles de décision pour piloter les exploitations. Et c'est ce qu'on commence à développer donc, depuis 2022, où on a proposé une règle de décision qui prend en compte la phénologie, potentiel système, donc c'est la modélisation climatique, le suivi sanitaire et la capture de spores à 2 échelles spatiales, au vignoble, mais aussi sur le réseau. Et en fait, en fonction de ces informations, l'année dernière, ce qu'on proposait comme règle, c'était de décaler le premier traitement. Et donc en appliquant cette règle, on a économisé en moyenne sur les 5 châteaux qui ont participé du réseau 2,2 traitements avec un maximum de 4 traitements sans perte de rendement. Et en 2023, il y a 13 partenaires qui se sont portés volontaires pour participer. Et là, en fait, on va faire le retard du premier traitement, mais aussi le renouvellement en saison. Donc on espère gagner plus sur cette nouvelle règle de décision. Voilà, donc un premier bilan, c'est que la capture de spores, elle n'est pas parfaite, mais elle montre un potentiel très intéressant. Le développement technique doit se poursuivre et se diversifier, donc en termes de méthode de capture, mais aussi en termes de cible. Là, je vous ai parlé du mildiou, mais en fait, on est aussi en train de travailler sur le black rot et l'oïdium. Ce qui est intéressant de regarder sur ce réseau, c'est que malgré la compétition économique, en fait, les viticulteurs sont très favorables à des approches collectives pour la recherche d'innovation technique. Il y a une forte demande de la profession, et nous, en ce moment, on atteint nos limites en termes d'activité. Et donc, tout l'enjeu, ça va être de structurer l'activité pour pouvoir la démultiplier et la monter en échelle. Et donc, ce que ça apporte aussi, tout ça, c'est énormément de données qui vont réalimenter des travaux de recherche. Et donc, je vais vous en parler très brièvement. Donc ça, c'est un peu pour faire le cycle de vie de ce projet, qui a été initié en 2018 à partir de bibliographie. Là, on est en 2023. Et en fait, l'idée, c'est de... On a déposé un nouveau projet, donc notamment, je vais remercier le CIVB parce qu'il nous a soutenus dans ce projet-là. Le BIVB aussi et le BNIC. Et donc en fait l'idée c'est d'aller un peu plus loin dans les règles de décision pour avoir une évaluation économique et pour pouvoir avoir un modèle économique qui permettra de démultiplier en fait la technique au niveau national. Et nous notre enjeu c'est vraiment de structurer cette activité au national pour une commercialisation qui soit portée par l'IAV ou d'autres afin de réduire significativement les phytos. Et donc ce que je vous disais qui va réalimenter des nouvelles connaissances sur tout ce jeu de données, notamment en termes de portée spatiale. Donc ça c'est quelque chose qu'on aimerait travailler, c'est comprendre en fait vraiment sur un capteur quel va être le mètre autour qu'on va interpréter et voir s'il y a une corrélation entre sites pour pouvoir en fait avoir une mesure du risque entre sites mesurés. Il y a d'autres choses qui nous intéressent, notamment l'évaluation des pratiques, donc l'enherbement notamment. Et après, avec ces capteurs, ce qui est intéressant, c'est que comme on a l'ADN, on peut aller regarder les génotypes, donc des génotypes d'intérêt, des résistances fongicides, des contournements de variétés résistantes, mais aussi tout ce qu'on capte sur nos capteurs, donc tout l'écosystème microbien, et voir comment cet écosystème microbien se corrèle à des itinéraires techniques, voir si ce n'est pas des indicateurs d'état de santé de vignobles. Donc tout ça, c'est des projets en fait qu'on n'a pas lancés, mais qui pourraient être lancés sur la base de ce projet VISA initial. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Merci Benoît. Je vais appeler les orateurs donc à rejoindre la scène pour prendre les questions de la salle. Donc je pense que voilà, il y a des micros qui vont circuler. Vous demandez la parole. Voilà, la séance est ouverte. C'est la foire aux questions. On prend toutes les questions. Oui. Bonjour, Denis Cardino, donc je suis viticulteur. C'était pour la méthode prophylactique. On sait, de par effectivement ces analyses, que la sporée en fait se déplace. Donc effectivement, dans la sporée, il peut y avoir des sporées sexuées et asexuées. Le fait d'enlever en fait toutes les feuilles et travailler dedans, on enlève effectivement ce qui est dans la parcelle, mais tout ce qui est dans l'air et qui navigue de parcelle en parcelle sur peut-être plusieurs kilomètres, finalement sera toujours présent. Donc est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un intérêt économique à faire tout ce travail-là, dans la mesure où de toute manière on ne fera que peut-être réduire
ces éléments-là, en sachant que ce qui est dans le sol reste pendant au moins 5 ans. Donc tout ce qui peut être enlevé à un moment, si ça retombe au sol de par les voisins ou ailleurs, est-ce qu'il y a un intérêt ou pas? Ouais, ça pose la question effectivement quelle devrait être l'échelle. Disons que c'est une méthode qui peut avoir un impact local sur l'inoculum local, mais qui doit être conduite sur le long terme effectivement, parce que les oospores sont capables de survivre plusieurs années, de germer éventuellement de manière différée, pas forcément l'année suivante de leur production. Et donc du coup, en appliquant ces méthodes, je pense qu'on peut déjà arriver à réduire des niveaux de pression épidémique localement. Pas complètement, mais partiellement au moins. Et ensuite, effectivement, donc après la portée spatiale de la sporée. Ouais, en fait, tu pars du principe que la portée spatiale va être large, mais c'est pas du tout démontré. Et de ce qu'on voit nous, et des travaux antérieurs, hein, François avait fait des travaux de génétique où il suivait des clones en parcelle. Et en fait, on voit que les clones, ils sont jamais à plus de 5-10 mètres du foyer initial. Donc on part plutôt sur le principe que la portée spatiale, elle va être très locale. Et ce qu'on capte sur les toits, là, c'est en fin de saison. Et l'implication dans l'épidémie, on n'en sait rien. Donc en fait, là, je pense qu'on manque d'arguments pour dire qu'en fait, ça n'aura pas d'impact sur la gestion. Et surtout, finalement, les propagules, la sporée aérienne, c'est des sporanges des zoospores qui, elles, n'ont pas la capacité de se conserver et donc qui finalement vont pas. L'inoculum primaire, il est produit quand même localement. Merci. C'est justement pour ça, tout ce qui va sortir en fait des feuilles en secondaire, qu'on récoltera en fin de saison, puisque de toute manière, ce sera après les vendanges qu'on va enlever les feuilles. Finalement, ça va être effectivement ces zoosphères, ces zoospores en fait qui vont être dans l'air. Et sur 2021, où il y a eu une très grosse pression, où en gros, moi personnellement, je m'attendais en 2022 à une explosion, je suis bio, de la maladie, grâce à la météo. Ma volonté de traitement, à mon avis, elle joue peu, fait que l'an dernier, j'ai eu quasiment pas de maladie. Donc effectivement, c'est ce raisonnement en fait sur du long terme où l'expérience 2021-2022 fait que même si j'avais enlevé toutes mes feuilles en 2021, en 2022, j'ai pas eu de traitement. Peut-être que 2023, j'aurai mes résultats de 2021 qui vont apparaître cette année. Je sais pas, j'espère pas, mais après, je pense quand même qu'il faut redire les épidémies de mildiou. Ce qu'on en sait, ce qu'on en a appris quand même récemment, c'est que c'est principalement dû à l'inoculum primaire. D'accord ? Si on garde ça en tête, une année à forte pression, donc inoculum primaire, explosion. La prophylaxie est là pour but de réduire cette explosion, enfin de diminuer l'intensité de l'épidémie. Donc après, évidemment, elle n'empêche pas un repiquage ou de la sporée qui viendrait d'une autre parcelle. Mais l'idée quand même, c'est que si la prophylaxie est faite sur une surface assez grande, l'échelle d'une parcelle ou d'une exploitation, on peut espérer réduire quand même sur ces espaces-là l'intensité du démarrage de l'épidémie, qui est là où on ne la maîtrise pas, quoi. Voilà. C'est ça le but qui est recherché. Après, il est vrai que c'est du long terme, puisque c'est 5 ans de stock, on ne sait pas trop quelle est la décroissance en fait, du taux de germination au bout de 5 ans. Enfin, on a des données dans la littérature, mais ça reste à confirmer. Donc 5 ans, et plus c'est collectif, mieux c'est, comme l'a montré la sporée. C'est-à-dire, plus on participe à des échelles larges, et plus ça a de chances d'être efficace, probablement. Mais bon, oui. Oui, c'était pour prolonger sur cette question spatiale. Charlotte, tu as présenté une carte qui représente la répartition spatiale des zoospores dans le sol, il me semble. Les oospores, oui. Les oospores, oui. Et du coup, il me semble que l'échelle de cette carte, c'était à peu près 1000 mètres carrés, la surface d'étude. Ouais, 30 par 70. Alors peut-être un peu plus de 1000. Et on voit que c'est relativement homogène sur cette parcelle. Oui, il y a un peu de variabilité, mais en tout cas, c'est aléatoire. Ouais. C'est assez, ouais. Et est-ce que ce travail était mené à une échelle plus large et aurait démontré une autre répartition ?
Non, donc pour l'instant, la seule étude qu'on a faite, c'est sur cette parcelle, donc sur une parcelle ici à la Grande Ferrade. Et par contre, oui, les objectifs pour la suite, c'est de pouvoir démultiplier ce type d'analyse dans différents contextes, dans différentes parcelles, pour essayer déjà de voir si ce qu'on a observé ici pouvait se généraliser ou si dans certaines situations on observait des distributions totalement différentes et des niveaux d'abondance aussi différents. Et après, on a des projets aussi de quantification du mildiou, mais du coup pas avec un grain comme ça à l'intérieur des parcelles, mais via des échantillons qui ont été prélevés dans différentes parcelles, dans différents terroirs, mais des prélèvements ponctuels, donc où là on caractérisera pas forcément la distribution spatiale intraparcellaire, mais plutôt des niveaux dans différents terroirs, et voilà. Parce que sur le captage des zoospores, pour le coup, dans l'air, là, avec les capteurs, on voit qu'il y a quand même des variations importantes. Est-ce qu'on peut s'attendre au même type de variation dans le sol, quoi? Moi, à l'intérieur à l'échelle de la parcelle ou entre les régions, par exemple, Entre sites, quoi. Nous, on compare nos résultats avec des voisins là, sur les zoospores, on est à 500 mètres d'écart et il y a des résultats qui n'ont rien à voir, quoi. Ils sont hyper contrastés. En termes de sporée ouais. aérienne, ouais. Après, l'expression de l'inoculum, elle va aussi beaucoup dépendre des conditions pédoclimatiques locales. Après, donc le stock inoculum, il va aussi dépendre il va être proportionnel, on va dire, à finalement la quantité de feuillage infecté en fin de saison, donc au moment où la reproduction sexuée va se faire. Donc ça va être lié aussi à l'épidémiologie, à la sensibilité moyenne des parcelles, on va dire. Et donc on peut s'attendre à des variations entre des situations qui peut être liées à des dynamiques épidémiques variables. Donc nous, on va essayer de comparer justement des situations contrastées en termes d'épidémiologie, donc des parcelles dont on sait qu'en moyenne, elles vont être moins sensibles, à des parcelles qui, au contraire, ont des niveaux de sensibilité plus importants. On va aussi essayer de comparer ce qui se passe dans des contextes pédoclimatiques différents, donc des types de sols, des climats un petit peu différents, pour essayer de répondre à ces questions. Mais pour l'instant, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément. Voilà. France, peut-être. Si je peux compléter, Victor, nous sur la sporée, tu sais, c'est un filtre qui est après parce que tu as toute la météo qui va jouer pour la germination. Donc tu peux avoir 10 000 billes partout et puis ça pète un peu à droite à gauche parce que la météo n'est pas la même, quoi. Donc c'est pas tout à fait les mêmes choses qu'on regarde. Là, c'est vraiment le stock dans le sol, quoi. Après, les conditions météo à 500 mètres d'écart, elles ne sont pas non plus si contrastées que ça. Oui. Mais je pense que sur le sol, en fait, on n'a vraiment pas d'idée de ce qu'on va trouver. Ouais. Voilà, faut être honnête. On a démarré quelque chose avec de la quantif. Il fallait mettre au point l'outil aussi. L'extraction d'ADN de sol, c'est quelque chose de compliqué. L'idée, c'est que ça soit quelque chose de fiable. Sinon, on ne pourra rien comparer. Donc, on était là-dessus. Donc, maintenant, on va explorer le vignoble, on va dire. Et on va s'appuyer aussi, comme l'a dit Charlotte, sur des collègues, par exemple, de Agroécologie Dijon, qui travaillent depuis longtemps sur le sol, notamment la microflore du sol, pour récupérer leur échantillon d'un projet qui s'appelle Ecovitisol, qui traverse la France, avec des points, je crois qu'il y a plusieurs centaines de points dans les vignobles, voilà, mais pour lesquels on a toute la physico-chimie du sol, etc. Donc il y a des liens avec le sol, l'épidémie de la parcelle, enfin, toutes sortes de liens qu'on pourra essayer de faire à l'avenir. Mais c'est des questions. J'ai juste une deuxième remarque. Je suis un peu gêné, moi, sur ces techniques prophylactiques qui consistent à retirer de la parcelle, que ce soit les sarments, les feuilles. C'est-à-dire que le pied de vigne est quasiment nocif pour lui-même. Et pour prolonger, en étant un peu provoquant, est-ce que vous avez pensé à enlever le pied de vigne de la parcelle pour supprimer le mildiou, quoi? C'est une interaction, c'est un pathogène biotrophe. Voilà. Non mais l'idée, voilà, vous détournez l'idée un peu, mais oui, c'est ça en fait, quelque part. C'est pas grave, je veux dire, c'est
Moi, ça me choque pas, mais... Ce qui me choque un peu, c'est toute cette énergie qu'on va... Est-ce que c'est applicable, quoi, ces techniques Enfin, là, on applique prophylactiques? on applique des soins à une situation un peu... On est en crise quand même avec le mildiou. Voilà. À quel coût, comment on peut appliquer ça, généraliser ce type de technique-là, qui me semble très énergivore, très... Là, en fait, Victor, on est sur une preuve de concept en ce moment, donc effectivement, c'est énergivore, on y va tous à la main. Pour effeuiller 5 rangs de vignes à montagne, on prend 20 bonhommes et on prend la journée. Mais il y a des travaux qui sont en cours aussi pour avoir un prototype qui viendrait faire l'effeuillage pour nous. Donc ça, c'est en cours et ça va permettre d'améliorer cette méthode. Et c'est bien pour ça que notre projet, c'est clairement une preuve de concept. Il faut que ça marche avant qu'on aille plus loin. On enlève aussi toute cette matière végétale et c'est aussi pour ça qu'on travaille sur le compostage, c'est pour pouvoir la ramener après, pour que justement on n'enlève pas tout le temps tout. Et du coup, le pied de vigne va revenir, si on a bien la preuve avec le compost, il va revenir à la parcelle. Bonjour. C'est pour rebondir sur la question, est-ce que le travail sur la prophylaxie, le fait d'enlever les feuilles, va être continué? Est-ce qu'on va continuer de regarder l'impact sur les rendements, sur la réserve carbonée? On a un recul de 3 ans. Est-ce qu'on va avoir un peu plus d'informations par la suite? Oui, donc il est prévu de poursuivre cet essai pour voir si à plus long terme, mais on peut observer un impact qui viendrait un peu plus tard. On a aussi d'autres, donc on va continuer ça ici, mais donc il y a d'autres travaux qui effectivement eux ont étudié cette question et ont pu montrer que on pouvait observer des impacts non négligeables sur la mise en réserve et sur les récoltes. Donc nous on va poursuivre nos travaux ici, essayer de comprendre un petit peu plus dans quelle mesure. Donc déjà on a essayé d'affiner un petit peu la question en regardant différentes dates de défoliation, donc plus ou moins précoce après la récolte, en proposant aussi une modalité où on ne ferait pas cette défoliation toujours à la même date, et pour essayer de trouver un compromis en fait entre cette lutte prophylactique et cet impact qu'on pourrait avoir sur la vigne. Voilà. Et sinon, il y a aussi d'autres solutions qui sont envisagées pour retirer les feuilles des parcelles. Donc pas seulement la défoliation sur le cep, mais aussi un ramassage au sol. Donc c'était les photos que je vous ai montrées dans les vergers. Donc là, c'est des outils qui ont plutôt pour vocation un peu comme les machines qui sont utilisées pour nettoyer la voirie en ville, donc qui vont ramasser au sol. Et puis d'autres options aussi de soufflage des feuilles en dehors des parcelles. Voilà. Donc il y a aussi ces questions-là qui se posent sur la méthode qu'on peut utiliser. Il y a aussi une approche de défoliation par des brebis qui est étudiée, qui pourrait contribuer de manière voilà, moins consommatrice en énergie. J'avais une autre question, parce que le micro m'est venu, donc j'étais à côté. Vous avez parlé de faux semis, j'ai pas compris ce que c'était. Voilà. Ouais, l'idée du faux semis, c'est en général on utilise ce terme plutôt pour parler des adventices, mais en gros on va essayer de faire germer les adventices avant d'installer une culture, pour que finalement il n'y ait pas de compétition entre les deux. Et là l'idée ce serait de faire germer le mildiou avant que la vigne débourre par exemple, pour que finalement tout l'inoculum s'exprime avant qu'il y ait des tissus de l'hôte sensibles disponibles, et que du coup ça soit comme une germination suicide en fait, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on fait germer le mildiou à un moment où finalement il va juste mourir avant de pouvoir rencontrer une feuille de vigne. C'est ça l'idée. Tu vas trop vite, Victor. Ça, c'est c'est une idée qu'on n'a pas tellement creusée pour l'instant. C'est intéressant d'avoir aussi votre point de vue dessus. Et ce serait éventuellement avant le débourrement, quoi, avant la phase de sensibilité. Oui, dans l'approche, Philippe Rollet de la DRAF, du SRAL, dans l'approche agroécologique, on nous dit souvent de regarder un peu ce que font les autres filières. Le ramassage des feuilles, c'est quelque chose qui est déjà fait en arboriculture.
Alors même si c'est pas la même façon de procéder, etc. Mais est-ce que vous avez regardé avec eux, est-ce que vous avez travaillé avec ces gens-là? Je pense en particulier aux gens du CTIFL ou aux gens qui sont sur le Tarn-et-Garonne, qui ont beaucoup investi dans cette approche pour essayer de au moins prendre les éléments qui pourraient être intéressants pour la vigne, quoi. On n'a pas interagi directement avec eux. Alors, Si, au lancement du projet, on a contacté des personnes qui travaillent en arboriculture. Bon, on est allé dans le sud-est, c'était plus facile pour nous, parce qu'on les connaissait. Donc, ils travaillent notamment sur la tavelure et c'est développé depuis très longtemps. Après, les méthodes de contamination sont tellement différentes que du coup pour nous il faut vraiment tout sortir de la parcelle. Eux ils poussent juste un tout petit peu, ils amènent un petit peu d'urée et ça suffit. Mais c'est une méthode qui est développée, il y a des fiches défis qui ont été écrites sur cette partie-là, sur la tavelure. Donc on a contacté des personnes qui travaillaient dessus, notamment une station expérimentale à la Pugère. Oui, mais là c'était facile, c'était quelqu'un qui m'en a parlé. Moi, j'avais une question pour savoir si est-ce qu'il existe en soit des molécules naturelles ou des micro-organismes qui pourraient avoir un impact sur le développement sur les œufs divers, c'est-à-dire permettrait de les détruire ou de limiter leur activité. Est-ce qu'il y a eu de la biblio, des axes dans ce sens-là, qui ont été travaillés? Donc ça, je pense que je cherche Marie-Cécile, mais c'est plutôt des solutions de biocontrôle finalement, de l'identification de micro-organismes antagonistes. Alors ça peut être ça peut être un peu comme l'effet allélopathique de certaines plantes qui ont des substances naturelles qui permettent de limiter le développement ou la germination des graines. Est-ce qu'on pourrait transposer ce schéma Non, je disais qu'à mon avis, on ne sait rien là-dessus, pareil. On est en train d'y réfléchir et on va développer un projet en collaboration notamment avec Corinne Vacher qui travaille beaucoup sur le microbiote de la vigne dans le cadre du grand projet Vitae, du PPR Vitae. Voilà, on a remobilisé ces compétences-là pour travailler sur le sol et notamment le microbiote ou la microfaune également avec la contribution d'Adrien Ruche qui travaille beaucoup sur la biodiversité au vignoble, pour essayer de mobiliser leur savoir-faire aussi, et étudier la microfaune et la microflore du sol aux alentours des hauts spores. Encore faut-il qualifier les sols, quantifier les hauts spores, être capable de mener des expérimentations sur ces choses-là, ce qui n'est pas facile, mais on a quelqu'un qui va nous rejoindre là, bientôt pour initier ces travaux. Une piste, je pense que c'est du moyen long terme, mais c'est une piste. Partant du principe que le facteur limitant, c'est l'eau, sur les organes, il faut qu'il y ait de l'eau. Est-ce que vous avez consulté ou bossé avec des physiciens pour savoir la production de rosée, comment elle s'opère? Si le couvert végétal capte, suivant les couverts végétaux, quelle est la dynamique, disons, de production de rosée, et si les zoospores sont hydrophobes, hydrophiles, si elles changent d'état, est-ce qu'il y aurait moyen de les capter sur les couverts végétaux plutôt que sur les raisins? Parce qu'on parle beaucoup de feuilles, mais c'est les raisins qui nous intéressent quand même. Bonjour Philippe, ça fait partie d'un des axes de travail de l'UMT que de travailler sur l'humectation. Sachant que cette mesure c'est une mesure presque plus agronomique que météorologique, donc il n'y a pas du tout de normes là-dessus. Et donc il y a des pistes qui s'ouvrent là à l'heure actuelle. On va proposer des projets sur cette thématique-là pour essayer de mieux caractériser l'humectation. Il y a notamment, sans faire de pub pour eux, une offre de Météo France qui commence à arriver sur la modélisation de l'humectation. Sur l'ensemble du territoire français, à partir des paramètres météorologiques et des modèles qui ont été calibrés par rapport à des capteurs Campbell de mesures de référence. Voilà. Et c'est une mesure qui varie énormément parce que déjà là, sur les 4 capteurs testés, il y a des réponses différentes alors qu'ils sont a priori identiques.
Et donc effectivement, la maille au kilomètre, c'est peut-être trop lâche par rapport à la taille de l'exploitation. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut permettre d'envisager de reprendre ces travaux sur l'humectation qui avaient été abandonnés depuis une vingtaine d'années.